J'avais réservé l'Airbnb fin septembre. Une semaine avant que ma petite amie Emma et moi ne prévoyions de passer quelques jours à rendre visite à sa sœur, dans une petite ville située à environ 3 heures de chez nous. J'avais choisi l'endroit parce qu'il était bon marché, relativement proche de la maison de sa sœur, bien noté et qu'il paraissait chaleureux sur les photos de l'annonce. Une vieille maison à 2 étages avec une véranda tout autour. Un éclairage jaune et doux dans le salon, un plancher en bois qui donnait une atmosphère presque féerique, et un petit détail dans la description auquel je n'avais pas accordé beaucoup d'importance à l'époque. Un avertissement indiquant que la salle de stockage au sous-sol était interdite aux invités. J'avais déjà séjourné dans des endroits où les propriétaires gardaient certaines pièces fermées. C'est assez courant qu'ils y laissent des affaires personnelles, donc je n'y avais pas vraiment prêté attention. Mais quand nous sommes arrivés en voiture à l'entrée, peu avant le coucher du soleil, la maison paraissait un peu plus délabrée que sur les photos. Et le fait qu'elle soit isolée, avec seulement une autre maison visible au loin, entourée d'arbres sombres et accessible uniquement par une route étroite, m'a fait hésiter. L'hôte, Alan, nous attendait déjà sur la véranda avant même que nous sortions de la voiture. Il était grand, mais légèrement voûté, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris et clairsemés soigneusement peignés. Il portait une chemise en flanelle parfaitement repassée, rentrée dans un jean. Il souriait, mais c'était ce genre de sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Ça semblait trop forcé, comme ceux de certains présentateurs. La façon dont son regard s'attardait un peu trop sur nous quand nous avons serré la main m'a mis mal à l'aise. Et, même si sa voix paraissait amicale, il y avait une subtilité autoritaire quand il a commencé à nous montrer la maison. Il nous fit passer par la porte d'entrée dans un couloir qui sentait légèrement la poussière et quelque chose de doux, presque comme de la cire de bougie, bien que je n'ai pas vu de bougie. Le salon avait un grand canapé tourné vers une vieille télévision. La cuisine paraissait propre, mais dépassée. À l'étage, la chambre comportait un grand lit sous un ventilateur de plafond et une commode avec miroir. Puis, en redescendant, Alan s'arrêta devant une porte près de la cuisine et tapa doucement sur le lourd cadenas qui y pendait. D'un ton plus ferme, il dit que cette porte devait rester fermée, que c'était son espace de stockage et qu'il n'y avait aucune raison de descendre là. Cette fois, il ne sourit pas. Il se contenta de continuer la visite, montra où se trouvaient les serviettes supplémentaires dans la salle de bain, puis nous souhaita un bon séjour avant de sortir par la porte d'entrée. Après son départ, Emma et moi avons défait nos bagages, préparé du thé et nous sommes assis un moment sur la véranda, écoutant les grillons et le bruissement occasionnel des feuilles dans les arbres. Quand nous sommes allés nous coucher, le silence était presque perturbant. Pas de circulation, pas de voix lointaine, juste un silence total. Un peu après minuit, j'ai cru entendre un bruit sourd et étouffé venant d'en dessous. Je me suis arrêté pour mieux écouter, mais cela ne s'est pas reproduit. Je me suis convaincu que c'était probablement la maison qui travaillait. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner en ville, visité quelques boutiques et déjeuné avec la sœur d'Emma. Nous sommes restés dehors jusqu'au soir, puis sommes revenus pour dîner et regarder un film. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. En remontant vers la chambre, je me suis figé au milieu de l'escalier en entendant un bruit de traînement provenant du sous-sol, comme si quelque chose de lourd était tiré sur un sol rugueux. Ça a duré environ 5 secondes, s'est arrêté, puis a recommencé. Ma première réaction fut de penser qu'Alan était peut-être revenu chercher quelque chose, mais il nous avait dit qu'il ne passerait pas pendant notre séjour. Je suis resté immobile à écouter jusqu'à ce que le bruit cesse, puis je suis entré dans la chambre et demandé à Emma, à voix basse, si elle était réveillée. Elle m'a répondu que oui, et qu'elle avait aussi entendu. Nous sommes restés éveillés encore une demi-heure, mais le bruit ne revint pas. La deuxième nuit fut pire. Nous avions passé la journée en randonnée et étions épuisés, mais vers 2h30 du matin, les bruits recommencèrent. Ce n'était pas un traînement cette fois, mais des pas. 4 ou 5 d'affilée, puis une pause, puis 3 autres.
Chaque pause était assez longue pour donner l'impression que, qui que ce soit, il écoutait. Emma a chuchoté qu'elle croyait entendre une respiration entre les pas. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne voulais pas me lever et risquer de faire du bruit. Nous sommes donc restés allongés, les yeux grands ouverts, fixant le plafond jusqu'au matin. Le troisième matin, l'atmosphère dans la maison avait changé. Nous faisions encore des visites, mais chaque fois que nous rentrions, il semblait qu'un poids s'abattait sur les pièces. J'ai décidé de vérifier la porte du sous-sol en journée. Elle était toujours verrouillée, mais en m'approchant, j'ai cru sentir une odeur faible et désagréable, comme de l'air moisi mélangé à quelque chose d'aigre. Cette nuit-là, les bruits commencèrent plutôt vers minuit. D'abord, un léger tintement métallique, comme du métal heurtant une surface dure. Puis, de nouveau, des pas allant et venant pendant près d'une heure. Emma m'adressa à peine la parole avant de s'endormir. La quatrième nuit fut le point de rupture. Alors qu'Emma se préparait pour dormir, elle s'arrêta de se brosser les cheveux et me demanda si le détecteur de fumée au-dessus du lit ne paraissait pas étrange. Au début, je ne vis rien, mais en montant sur le lit pour regarder de plus près, j'aperçus un petit point noir, parfaitement rond, plus brillant que le plastique environnant. Une mauvaise sensation m'envahit aussitôt. J'ai pris une chaise, dévissé le détecteur, et à l'intérieur, il y avait une petite caméra à pile, avec une lumière verte allumée. Emma était assise sur le lit, pâle et silencieuse, tandis que je fouillais la chambre et découvrais une autre minuscule lentille qui sortait d'un trou dans le mur, près du miroir de la commode. Toutes deux pointaient directement vers le lit. C'en était trop. Nous avons fourré nos affaires dans nos sacs sans rien plier et quitté la maison sans prévenir l'hôte, roulant jusqu'à la station-service la plus proche pour appeler la police. 2 agents nous y ont rejoints. Nous avons tout expliqué, les bruits, les caméras, le sous-sol verrouillé. Ils nous ont accompagnés jusqu'à la maison. La porte d'entrée n'était plus verrouillée. Techniquement, nous avions encore le droit d'entrer puisque nous avions payé 4 jours. Les policiers sont entrés avec nous et ont saisi toutes les preuves, y compris les caméras, les cartes mémoire et tout le matériel d'enregistrement qu'ils trouvèrent. Ils ont également consigné nos dépositions en détail, en nous demandant si quelque chose d'étrange s'était produit pendant le séjour. C'est alors que nous avons parlé des bruits venant du sous-sol. Quand nous avons montré la porte, nous avons été choqués de voir qu'elle était désormais grande ouverte. Mais le sous-sol était complètement sombre. Nous avons dit que la porte était verrouillée auparavant et que l'hôte avait été très insistant pour que personne n'entre. Les policiers sont donc descendus pour enquêter. Quelques instants plus tard, nous avons entendu des voix, des éclats de voix. Il y eut une agitation en bas et il devint vite clair ce qui se passait. Les policiers nous appelèrent alors et demandèrent si c'était bien l'hôte. À notre horreur, c'était Alan. Il s'était caché dans une armoire du sous-sol. À l'intérieur de cette armoire se trouvait un moniteur, que l'on pouvait supposer relié aux caméras. La police a également saisi cela. Alan fut presque immédiatement arrêté et inculpé d'atteinte à la vie privée et de violation de domicile. Nous n'avons pas eu à témoigner au tribunal ni rien. La police a simplement envoyé nos dépositions au procureur. Nous pensons qu'Airbnb nous a en quelque sorte achetés avec un bon d'achat, espérant que nous ne diffusions pas cette mauvaise expérience. Bien sûr, nous avons accepté le bon, mais cela ne nous a pas empêchés de raconter ce que nous avions vécu. C'est une expérience qui a vraiment marqué Emma et moi. Nous n'avons plus confiance dans les locations ou Airbnb, et dernièrement, nous ne séjournons plus qu'à l'hôtel. Et cette expérience s'est produite lorsque j'étais en 2e année d'université. Je n'ai pas obtenu de place au dortoir après ma première année, alors j'ai dû chercher un logement hors du campus. Finalement, j'ai trouvé une place dans une coopérative faisant partie d'une communauté de 3 maisons, pas très loin du campus, mais pas tout près non plus. Ce n'était pas la situation idéale, mais c'était bon marché et je n'avais pas beaucoup d'options. En plus, j'avais un vélo, donc ça faisait l'affaire. Dans la maison où je logeais, nous étions 6 et je partageais ma chambre avec un autre gars nommé Eric. Il était un peu plus réservé,
mais semblait tranquille. Nous nous entendions relativement bien, sans jamais vraiment devenir amis, mais en cohabitant de façon respectueuse. Les choses étranges ont commencé quelques semaines plus tard. J'ai remarqué que certains de mes objets changeaient de place dans la chambre. Rien de dramatique, seulement de petites choses. Ma brosse à cheveux, quelques livres, même mes écouteurs. Je ne voulais accuser Eric de rien, alors je les remettais simplement à leur place et continuais ma vie. Un soir, je suis rentré tard après avoir étudié à la bibliothèque. Quand je suis entré, Eric était déjà au lit, apparemment endormi. Je me suis couché, mais vers 2 heures du matin, je me suis réveillé en entendant un léger clic. En ouvrant les yeux, j'ai vu une faible lumière LED provenant du côté du lit d'Eric. Il était assis, tenant une petite caméra, filmant dans ma direction. Je suis resté complètement immobile, feignant de dormir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Après quelques minutes, il a baissé la caméra et s'est recouché. Le lendemain matin, j'ai pensé à le confronter, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas de preuves, et techniquement, je ne savais pas s'il filmait vraiment ou s'il regardait simplement la caméra. Mais à partir de là, je suis devenu méfiant. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses encore plus troublantes. Une fois, je suis rentré plus tôt à la maison et j'ai entendu Eric dans la chambre. La porte était entrouverte, et en regardant, j'ai vu qu'il fouillait dans mes vêtements. Pas seulement ça, il sentait un de mes t-shirts. J'ai refermé la porte avant qu'il ne me voie et je suis resté dans le salon jusqu'à ce qu'il sorte. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé le t-shirt plié bizarrement sur le lit. Cette nuit-là, j'ai décidé de cacher mon ordinateur portable dans mon sac avec un mot de passe et j'ai mis mon téléphone sous l'oreiller. Je ne lui faisais déjà plus confiance. La goutte d'eau est arrivée 1 semaine plus tard. Une fois de plus, je me suis réveillé en pleine nuit avec le même clic. Cette fois, j'ai entrouvert légèrement les yeux et j'ai vu Eric debout en plein milieu de la chambre, la caméra pointée directement sur moi. Il est resté là, à filmer, pendant presque 2 minutes. J'étais terrifié, mais je ne voulais pas qu'il remarque que j'étais réveillé. Quand il est enfin retourné au lit, j'ai attendu d'entendre sa respiration profonde, signe qu'il dormait. Alors, j'ai pris discrètement mes affaires, je suis sorti de la chambre et j'ai dormi sur le canapé du salon. Le lendemain matin, je suis allé directement voir le coordinateur de la coopérative et je lui ai tout expliqué. Il n'avait pas l'air surpris, ce qui m'a mis encore plus mal à l'aise. Il m'a dit qu'ils avaient déjà reçu quelques plaintes au sujet d'Eric, mais que rien n'avait jamais été prouvé. Ils m'ont transféré dans une autre maison de la communauté le jour même. Je n'ai plus jamais parlé à Eric. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il avait été expulsé de la coopérative pour comportement inapproprié, mais je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé. Encore aujourd'hui, je me demande ce qu'il a fait de ces enregistrements. Je ne sais pas s'il a toujours les vidéos, s'il les a publiées quelque part, ou s'il les garde simplement pour lui. Mais la sensation d'avoir été observé pendant mon sommeil me hante encore, même des années plus tard.